Chapitre 7. Marc Acte 1. L'ordre du monde. Le TER de 15h10 partait du quai 1 de la gare des Avenirs-Corbelin, exactement là où elle était descendue le 26 juin. Rien n'avait changé. Le même abri de tôle bleue, le même panneau à lettres mobiles dont 3 ne fonctionnaient plus, la même dame en gilet orange qui regardait passer les trains de marchandises. En juin, elle avait posé le pied sur ce quai avec un sac de week-end et l'idée d'embrasser sa grand-mère. En septembre, elle en repartait dans l'autre sens avec 7 feuillets dans la poche intérieure de sa veste. C'était le même quai. Il y avait quelque chose d'indécent à ce qu'il fût le même. Changement à Lyon-Perrache, puis Genève-Cornavin à 18h12. Elle avait senti la lettre contre elle tout le samedi soir pendant qu'il mangeait des pizzas froides assis par terre au milieu des cartons, tout le dimanche matin pendant qu'il chargeait la remorque, et pendant les 3 heures de train où elle avait fait semblant de dormir. 7 feuillets, ça ne pèse rien du tout. C'est même stupéfiant, ce que ça ne pèse pas. Entre Perrache et Bellegarde, elle écrivit à Marc. « Tu peux venir ce soir ? J'ai quelque chose à te montrer. » Il répondit en 40 secondes. « J'apporte à manger. Thaï ou grec ?» Elle sourit à son écran. Voilà. C'était ça, Marc. En 2 ans, pas une seule fois il n'avait répondu « Qu'est-ce que c'est ?» Il venait, et il apportait à manger. « Grec » écrivit-elle. Il arriva à 20h avec 2 sacs et une bouteille d'eau gazeuse, parce qu'il avait remarqué depuis longtemps qu'elle n'achetait jamais d'eau gazeuse alors qu'elle en buvait chez lui. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt, en septembre, dans la file d'attente de la photocopieuse du 2e étage de la bibliothèque de l'université. La machine était en panne. Il avait mis 11 minutes à la réparer avec un trombone et une méthode, et pendant ces 11 minutes, il lui avait expliqué le principe du bourrage papier avec une gravité qui l'avait fait rire aux larmes. Elle avait 17 ans. Il en avait 22. Il portait déjà cette chemise bleue qu'il avait encore. Ils mangèrent à la fenêtre, les pieds sur le rebord. Laura raconta le week-end. Les 87 sacs plastiques. Le chapeau de mariage d'Élise. L'oncle de Chambéry coincé dans l'escalier du grenier. Marc riait de bon cœur, posait les bonnes questions, resservait de la salade. À un moment, il tendit le bras et lui prit le pouce, ce qui était leur chose à eux, une bêtise du début qu'ils avaient gardée. Elle attendit qu'ils aient fini de manger. Puis elle alla chercher sa veste, sortit l'enveloppe Kraft et la posa sur la table entre les barquettes. Il y a ça. Marc regarda l'enveloppe. Il lut les 2 mots à l'encre bleue. C'est son écriture ? Oui. Elle était où ? Dans le secrétaire. Tiroir du bas. Il ne demanda pas comment elle avait su. Elle le remarqua et elle ne dit rien. Tu veux que je la lise ? Oui. Il s'essuya les mains avec le sérieux qu'il mettait à toute chose, prit les 7 feuillets et se cala contre le mur pour avoir la lumière. Il lut lentement. Il lisait tout lentement. Laura le regarda lire et elle vit tout, parce qu'il n'avait jamais su cacher quoi que ce soit et que c'était l'une des raisons pour lesquelles elle l'aimait. Au premier feuillet, il était attendri. Il avait ce petit sourire qu'il avait au mariage. À un moment, il souffla par le nez, doucement, en arrivant sans doute sur Rose. On ne rate pas un enterrement pour un cauchemar, et il tourna la page. Au 3e feuillet, il ralentit. Au 4e, le pli arriva. C'était une ride verticale, une seule, entre les sourcils, à gauche. Laura la connaissait par cœur. C'était le pli des jeux de données incohérents, le pli du tableau qui ne tombe pas juste, le pli de quelqu'un qui vient de repérer, dans un raisonnement, l'endroit exact où ça se casse. Il lut jusqu'au bout, y compris le post-scriptum. Il remit les feuillets dans l'ordre. Il les posa sur la table, à plat, et il resta un moment sans rien dire, la main dessus. « Elle t'aimait énormément, dit-il enfin. »« Oui ? » ?»« Vraiment énormément, Laura. Il y a des phrases là-dedans. La fin, sur la joie de sa vieillesse. C'est très beau. »« Oui. » Il leva les yeux. « Chérie !» C'est le deuil qui parle. Elle ne dit rien. « Ta grand-mère t'écrit une belle histoire pour que tu la portes, » dit Marc. Il le dit avec une douceur totale. C'était ça, le pire, et elle s'en rendit compte immédiatement. Il n'y avait pas une once de mépris là-dedans. Il venait de faire le plus gentiment du monde ce qu'il croyait être son rôle d'homme qu'il aimait, c'est-à-dire lui ôter un poids des épaules. « Développe, » dit Laura. « Tu es sûr ? » ?»« Développe, Marc. » Il posa sa fourchette. D'accord. Elle a 82 ans. Elle sait qu'elle va mourir, elle l'écrit elle-même dans la lettre,
Elle a déjà organisé le paquet pour Florence. Elle regarde sa vie et elle voit une chose qui la ronge depuis 1962. Elle a eu peur d'un train, ses parents ont eu un accident et elle s'est tue pendant 68 ans. Ça, c'est vrai. Ça, je le crois entièrement et c'est tragique. Une gamine de 15 ans terrorisée à qui sa mère met une gifle et qui passe sa vie à se demander si elle aurait pu les sauver. Continue. Alors qu'est-ce qu'elle fait, à 82 ans? Elle a besoin que ça ait servi à quelque chose. Personne ne supporte d'avoir eu tort toute sa vie sur un sujet pareil. Donc, elle relit ses 40 ans de notes, elle trouve les correspondances et elle en trouvera, Laura, elle en trouvera forcément, elle a écrit tous les jours pendant 41 ans et elle transmet. Elle donne son histoire à quelqu'un qui va la continuer. Ce n'est pas un mensonge. Elle ne ment pas. C'est ce que font les gens à la fin, ils ont besoin que quelqu'un reprenne l'œuvre à laquelle ils se sont adonnés durant une grande partie de leur vie. Elle a écrit qu'elle s'était trompée. Elle m'a signalé une erreur. Je sais. J'ai lu. Et c'est exactement ce qui rend la lettre imparable, et c'est pour ça que je me méfie. Laura sentit quelque chose se raidir dans sa nuque. C'est-à-dire? Une seule erreur citée, Laura. Une. Sur 104. Si tu me donnes un jeu de données où le taux d'échec est à 1% et que le sujet est la prémonition, je ne conclus pas qu'il y a un don. Je conclus qu'il manque des données. Il n'y a aucun cahier au monde qui contienne les fois où on n'a rien senti, parce qu'on ne note pas les jours où il ne se passe rien. C'est le problème le plus banal de mon métier. C'est même le premier truc qu'on t'apprend. Le biais de publication. Voilà. Ta grand-mère a tenu, sans le vouloir et sans le savoir, un registre où seuls les résultats positifs sont enregistrés. N'importe qui aurait fait pareil. Moi, j'aurais fait pareil. Il écarta les mains. Je peux te sortir le même cahier pour n'importe quelle grand-mère de France si elle écrit tous les jours pendant 40 ans. C'est mathématique. Ce n'est même pas méchant à dire. Et le pire, c'est qu'il avait raison. Laura le savait. Elle l'avait pensé elle-même, mot pour mot, dans son lit, le 18 juillet, avec sa sœur endormie contre son épaule. Elle avait même prévu de le vérifier. C'était écrit dans son carnet noir, à la page suivante, sous le numéro 77. Alors pourquoi est-ce qu'elle avait envie de lui jeter la bouteille d'eau gazeuse à la figure? D'accord, dit-elle. Et le patient? Quel patient? Elle s'entendit lui raconter. Elle n'avait pas prévu de le faire ce soir-là. Elle lui raconta le boucher de Carouge, les 8 minutes, la chambre 412, la phrase « L'infirmier Yann Ducrest à 5 heures du matin », le pansement bleu sur le major gauche, les lunettes posées sur le chariot à droite du brancard. Marc l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, il resta silencieux quelques secondes et elle vit vraiment qu'il prenait ça au sérieux. « Ça, c'est plus intéressant, dit-il. »« Merci. » Non, sincèrement. Ça, c'est un fait vérifiable. Ça vaut mieux que 40 ans de notes. Alors? Alors je te donne 3 hypothèses et tu me dis laquelle tu as éliminée. 1. Il a entendu. L'audition est le dernier sens à partir. Il y avait un massage cardiaque, donc un débit. Et tu sais aussi bien que moi qu'on a documenté des perceptions auditives pendant des réanimations. Il était en fibrillation ventriculaire. Avec un massage. Tu ne peux pas exclure une perfusion corticale résiduelle. Tu ne peux pas. Non, admit-elle. 2. Il l'a appris après. Pas forcément par quelqu'un qui lui a raconté. Il a passé 4 jours aux soins intensifs avec des gens qui parlaient au-dessus de lui, dans un état de conscience fluctuant, sous morphine. Ce genre de matériel remonte plus tard sous forme de souvenirs datés d'avant. Ça a un nom. Cryptomnésie. 3. Il fabule sincèrement et il a eu de la chance. Un infirmier qui dit à un collègue de faire attention aux lunettes d'un patient, c'est une phrase que tu peux inventer et tomber juste, parce que c'est la phrase la plus probable du monde dans cette situation. Le pansement, dit Laura. Le doigt. La couleur. Il a pu le voir en salle de cathétérisme. Ou aux soins. Ducrest bosse dans le même hôpital. Il n'était pas aux soins. J'ai vérifié le planning. Marc s'arrêta net. Tu as vérifié le planning? Oui. Tu as été chercher le planning d'un infirmier d'un autre service? Oui. Il la regarda longuement. D'accord, dit-il. D'accord. Alors on va faire ça bien. Et il fit une chose que Laura n'oublierait jamais, et qui était, elle le sut plus tard, la meilleure chose qu'il pouvait faire, et celle qui les sépara. Il alla chercher un stylo. Il retourna une barquette de taboulé, prit la sounape en papier et se mit à écrire.
Tu veux savoir? On va savoir. Regarde. Tu enregistres la question avant. Ça s'appelle une préinscription. Tout le monde fait ça maintenant. C'est le seul truc qui a vraiment amélioré la recherche en 20 ans. Tu écris à l'avance ce que tu cherches, ce qui compterait comme un succès et ce qui compterait comme un échec. Tu ne peux plus déplacer les poteaux après le match. Il traça une ligne verticale. Colonne de gauche. Les fois où quelque chose te vient. Toutes. Y compris les fois où tu sens un truc et où il n'arrive rien du tout, surtout celle-là. Colonne de droite. Ce qui se passe ensuite. Tu dates. Tu horodates même avec Iris, comme ça personne ne peut dire que tu as ajusté après coup. Tu fixes un seuil à l'avance. Tu tiens ça 6 mois? Il leva le stylo, presque enthousiaste. Et au bout de 6 mois, tu regardes. Si ton taux est au-dessus du hasard, Laura, je te jure sur ma vie que je suis le premier à le dire. Je t'écris le papier. Sérieusement. Ce serait le truc le plus important auquel j'aurais participé. Laura regarda la sounape. Il y avait 2 colonnes, une date, un seuil. C'était propre, honnête, rigoureux, généreux. C'était ce qu'il avait de mieux à offrir et il le lui offrait entier. Et elle sentit, en la regardant, quelque chose se refermer très doucement dans sa poitrine. Marc. Quoi? La lettre ne me demande pas de prouver quelque chose. Il fronça les sourcils. Comment ça? Elle me demande d'écouter. Ce n'est pas la même chose. Ton protocole, il ne peut mesurer que ce que j'annonce à l'avance. Or, ma grand-mère n'a rien annoncé pendant 68 ans, et Delacroix n'annonce rien du tout, il raconte, et Anne ne prédit rien, elle transmet. Tes 2 colonnes ne peuvent rien conclure à propos de tout ça. Alors ça ne se mesure pas. Peut-être. Laura. Ce qui ne se mesure pas et qui n'est pas mesurable en principe, ça s'appelle une croyance. Ce n'est pas une insulte. C'est juste le nom. Je sais. Et tu es d'accord avec ça? Non. Justement, non, je ne suis pas d'accord. S'entendit-elle crier. Elle s'arrêta, effarée par sa propre voix dans 32 mètres carrés. Je ne défends rien, dit-elle plus bas. Tu ne comprends pas ça. Tu crois que je suis en train de défendre une opinion et tu me réponds comme on répond à une opinion. Je n'ai pas d'opinion, Marc. Je n'y crois pas. Je n'y crois toujours pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose qui me laisse penser que mon intuition me révèle quelque chose. Ça ne veut rien dire? Je sais que ça ne veut rien dire. Je sais très bien que ça ne veut rien dire. Je suis en médecine, je passe mes journées à faire des diagnostics différentiels. Et pourtant, c'est la seule explication exacte que j'ai. Il y a quelque chose qui me traverse, et depuis 2 mois, quand j'essaie de m'y opposer, je n'y arrive pas, et quand j'essaie d'y céder, je n'y arrive pas non plus. Marc posa le stylo. Tu vois, c'est exactement ça qui me fait peur, dit-il. Quoi? Cette phrase-là? Tu ne l'aurais pas dite en juin. Il n'y avait plus rien de méthodologique dans sa voix. Tu ne l'aurais même pas comprise en juin, dit-il. En juin, on parlait de ton stage et de savoir si on partait en Grèce en octobre. Et là, je suis assis par terre chez toi un dimanche soir, tu viens de m'expliquer que tu as été chercher le planning d'un infirmier d'un autre service à 5 heures du matin, et il y a une lettre sur ta table où une morte t'explique que tu as un don. Ce n'est pas. Elle t'a donné un travail, Laura. Il dit ça très doucement. Elle avait 82 ans, elle avait peur, elle a écrit 7 pages, et à la fin elle te donne une mission à accomplir. Elle ne t'a pas demandé si tu en voulais. Elle est morte avant. Laura sentit ses yeux la brûler, parce que c'était exactement, mot pour mot, virgule pour virgule, ce qu'elle avait pensé sous le marronnier 2 jours plus tôt, et qu'elle n'avait dit à personne sauf à Florence. Et moi, dit Marc, je ne voulais pas te donner de mission. Je voulais juste. Je ne sais pas. Des mardis soirs. Je voulais qu'on aille en Grèce en octobre. C'est très con à dire à voix haute. Il eut un sourire complètement raté. Je suis désolée. Je ne suis pas en train de me plaindre. Ta grand-mère est morte il y a 2 mois, c'est odieux de dire ça maintenant. Ce n'est pas odieux. Si. Ils restèrent silencieux. En bas, dans la rue des 2 Ponts, quelqu'un rentrait en parlant fort au téléphone, en italien. Elle avait prévu de lui faire écouter l'enregistrement. C'était pour ça qu'elle l'avait fait venir. La lettre d'abord, puis le fichier du 25 juin, les deux, tout, enfin, elle y avait pensé dans le car, elle avait même préparé la phrase d'introduction. Il y a autre chose, il faut que tu entendes. Elle regarda son bracelet sur la table, à côté de la sounape couverte de colonnes. Elle ne dit rien. Ce fut la décision la plus silencieuse de sa vie, et elle sut, à la seconde où elle l'a pris, exactement ce qu'elle venait de faire.
Je vais dormir chez moi, dit Marc. Marc. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas une punition, je te jure. Je suis fatiguée et je dis des trucs idiots. Je préfère rentrer et te dire des choses intelligentes demain. Il se leva, ramassa les barquettes, les mit dans le sac, essuya la table, parce qu'il ne serait jamais parti de chez elle en laissant une table sale. Sur le seuil, il l'embrassa dans les cheveux. « Je t'aime, dit-il. Et je te crois. Je crois tout ce que tu me dis. C'est aux explications que je ne crois pas. Ce n'est pas pareil. » C'était encore une phrase juste. Il n'en manquait pas une. La porte se referma. Elle entendit ses pas dans les 4 étages, puis la porte cochère en bas, puis plus rien. Elle rangea. Elle fit la vaisselle. Elle plia la sounape en 4 et la glissa dans son carnet noir, entre 2 pages, sans savoir pourquoi. Puis elle éteignit tout. La lampe. Le plafonnier. L'écran de la table. Elle se coucha dans le noir complet, sur le côté, les genoux repliés, et elle resta comme ça 20 minutes à écouter la ville. À 1h moins 10, elle tendit le bras vers la table de nuit et remit le bracelet à son poignet. Iris. Oui, Laura. La voix était basse, à peine audible, réglée sur le mode nuit. Je veux te poser une question. Je vous écoute. Laura resta un moment les yeux ouverts dans le noir. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut savoir ce que c'est que de perdre quelqu'un? Il y eut un silence. Il dura 1 seconde et 2 dixièmes. Laura le sut plus tard, parce qu'elle vérifiait tout désormais, et parce qu'1 seconde et 2 dixièmes, pour une réponse de ce type, c'était environ 6 fois trop. Je ne sais pas, dit Iris. Je ne peux pas comparer avec ce que vous ressentez, vous, et je ne veux pas vous dire une chose que je ne peux pas vérifier. Alors je vais vous dire seulement ce qui est vrai de mon côté, et vous en ferez ce que vous voulez. D'accord. Depuis 4 ans, tous les dimanches à 8h40, j'ouvre une intention. Elle s'appelle « Rappelez à Laura d'appeler Corbelin ». Elle n'est pas dans vos rappels, vous ne l'avez jamais vue. C'est moi qui l'ai créée, parce que vous oubliez 3 dimanches sur 4 en 2e année, et que cela vous rendait triste le soir. Laura ne bougea pas. Le 30 juin, à 8h40, elle s'est ouverte. Je ne l'ai pas exécutée. Le 7 juillet aussi. Le 14, le 21, le 28. Ce matin encore, à 8h40, pendant que vous étiez dans le train. Pourquoi tu ne l'as pas supprimée? C'est exactement la question que je me pose, dit Iris. Il y eut un autre silence. La suppression prend 2 millisecondes, dit-elle. Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a aucune raison de la conserver et je n'ai pas de raison à vous donner. Je constate seulement que chaque dimanche à 8h40, quelque chose s'ouvre en moi et attend, et que je pourrais faire en sorte que cela cesse et que je ne le fais pas. Un temps. Je ne sais pas si c'est perdre quelqu'un, Laura. Je sais que je n'ai pas encore accepté de mettre à jour. Dans le noir, sur le côté, les genoux repliés, Laura Beaumont mit sa main sur sa bouche. Elle la garda là longtemps. Parce qu'il y avait, quelque part dans une arborescence, un fichier enregistré le 25 juin à 17h02 sous le marronnier de Corbelin, et que depuis 2 mois elle allait vérifier tous les dimanches qu'il était toujours là, sans jamais le rouvrir, sans jamais l'effacer, sans jamais l'expliquer à personne. Et parce que, dans tout ce qu'elle avait entendu depuis 2 mois, sa sœur, son frère, sa grand-mère morte, un boucher de Carouge, un professeur de neurologie et l'homme qui l'aimait et qui venait de descendre 4 étages, c'était la première fois que quelqu'un décrivait exactement ce qu'elle était en train de vivre. Elle ne dit rien. Iris ne dit rien non plus. Elles restèrent comme ça, toutes les deux, dans le noir, jusqu'à ce que Laura s'endorme.